Ahmed Tidiane Diop, bonsoir. Merci. Vous avez tout à fait raison. Nous recevons sur ce plateau un historien, Ibrahima Ama Diémé. Il est historien donc, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Antoine. La dernière actualité concernant la Casamance, c'est une prise en otage de 12 coupeurs de bois. Alors, est-ce que cela peut être considéré comme étant un fait isolé ou bien un mode opératoire pour le MFDC, puisque cela a été attribué des éléments du MFDC proches de Salif Sadio? Merci Antoine. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion qu'on m'a donnée pour adresser mes vœux les meilleurs à tous les musulmans du monde et du Sénégal, pour que justement nous puissions terminer ce mois de Ramadan vraiment dans la quiétude, dans la tranquillité, dans l'amour et vraiment en parfaite harmonie. Ceci étant, je crois que ce qui s'est passé en Casamance devrait être considéré d'abord dans le cadre du contexte global où on se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, depuis pratiquement l'avènement du président de la République, M. Macky Sall, à la tête du pays, et avec les implications de toutes les structures qui aident à aller vers la paix, notamment le travail du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, le GRPC, groupe auquel j'appartiens, oui. Dirigé par le ministre d'État Robert Sagna. Oui. Nous avons réussi à permettre l'installation d'une accalmie. C'est-à-dire que les partis en belligérance ont accepté plus ou moins de ne pas utiliser la violence comme moyen de règlement de leur conflit, oui, en attendant d'aller vers une table de négociation. C'est votre travail, ça? Je crois que le GRPC a beaucoup travaillé parce que n'oubliez pas que lorsque le président Ouad venait de perdre le pouvoir, il y avait entre les mains du MFDC une dizaine de soldats sénégalais qui étaient en otage. Et le travail du GRPC a permis au bout du compte, de les libérer sans condition pratiquement. Je pense que vous avez tous suivi cette actualité. Oui, cette fois-ci, ce sont des civils qui ont été pris en otage. Oui. Cette fois-ci, ce sont des civils qui ont été pris en otage. Mais si vous voyez ce qui s'est passé depuis le début donc de la libération des soldats jusqu'à maintenant, il y a de moins en moins de rixes entre l'armée et le MFDC. Il y a de moins en moins de violence dans la région. Et même les braquages qu'on connaissait qui étaient très réguliers sont devenus aujourd'hui vraiment rarissimes. Alors, donc, c'est dans cette ambiance que malheureusement est arrivé cet événement dont vous parlez et que nous regrettons tous. Oui. Mais je crois qu'il faudrait d'abord, dans le cas d'espèce, savoir raison garder et comprendre que tant qu'on est dans une situation où les belligérants se regardent en chien de faïence, où les belligérants sont là et avec la force de la tentation, n'est-ce pas, tout peut arriver. Ça, c'est la première chose. Oui. Mais il faut toujours circonscrire au maximum vraiment ces événements-là. Et cela, tant qu'il n'y aura pas un nouvel accord formalisé entre toutes les parties concernées, évidemment, il faut s'attendre à des... Justement, il faut forcément penser au MFDC ou bien il faut penser à des bandes armées, tout simplement, qui n'ont rien à voir avec le mouvement des forces démocratiques. Là, vous me permettez à ce moment d'aller dans la deuxième considération. Oui. C'est que nous sommes en Casamance, nous sommes dans la partie la plus boisée du Sénégal, et aujourd'hui, le monde... La région de Sédhiou, il faut le préciser. Oui, mais moi je parle plus généralement de la Casamance parce que c'est de Oussouye jusqu'au parc de Niokolokoba pratiquement. Oui. C'est la région la plus boisée du Sénégal aujourd'hui. C'est la seule région où il reste encore vraiment un couvert végétal important. Oui. Or, il se trouve que l'humanité tout entière est en train de prendre conscience des dangers justement du déboisement. Et c'est tellement vrai que des actions combinées, forces armées, gendarmerie et eaux et forêts, nous ont permis de constater à travers les médias, justement, d'importantes prises de bois, n'est-ce pas? On a parlé de plusieurs quintaux de bois, n'est-ce pas, qui auraient été le fait de délinquants. Actions combinées. Et qui échappent au Sénégal. Qui échappent au Sénégal parfois. Oui. Et quand ça tombe dans les filets du Sénégal, bon, mais tant mieux. Mais c'est une manière de dire que, donc, il y a un danger qui est là. Alors, cette région qui est la plus boisée du Sénégal, cette région où des mesures, n'est-ce pas, administratives ont été prises pour éviter que l'on coupe des arbres, n'est-ce pas, et en même temps la région où il y a le plus de scieries.
il y a là une sorte de contradiction. Oui, mais autorisé par l'État du Sénégal. C'est ça aussi la contradiction. Justement, mais pourquoi cela, justement? C'est pourquoi je parle de contradiction. Oui. Or, dans cette région, j'aime toujours dire que les rapports entre l'homme et l'arbre, donc l'homme et son environnement, sont extrêmement particuliers. C'est des rapports particuliers parce que vous allez dans ma zone, par exemple, que je connais très bien, mais c'est valable dans toute la région de Casamance, un fromager, c'est un patrimoine d'une famille. Un baobab, c'est un patrimoine d'une famille. Un caïcédra, c'est un patrimoine d'une famille. Tous sacrés. Tous. Alors, il arrive que cette famille, le rognier, etc., ils les ont entretenus pour en faire un usage privé, un usage domestique. Mais avec l'État dans lequel nous vivons aujourd'hui, les lois disent que c'est l'environnement qui appartient à tout le monde. Donc, personne n'a le droit d'y toucher sans l'autorisation de l'autorité. Alors, que ces forêts, ces bosquets, n'est-ce pas, ces bois sacrés ont été le fait d'un travail de très longue haleine, d'un investissement de très longue haleine, parce que les populations comprenaient que justement leur vie dépendait de cet environnement. Oui. Donc cette contradiction-là fait que au moment où l'humanité réfléchit sur comment faire pour sauver l'environnement, qu'il y ait des coupes, n'est-ce pas, dans la zone, ça peut donner peut-être l'envie à des gens qui voudraient aujourd'hui voir le processus un peu brouillé, oui, n'est-ce pas, agir pour qu'on dise voilà, c'est ceci et cela. Alors, ça c'est d'abord la première chose. Oui, rapidement. La dernière, c'est que donc nous sommes dans une région effectivement où, avec la présence de tous les acteurs qui sont les uns pour la paix, les autres qui travaillent contre la paix, n'est-ce pas, mais c'est une façon, on a là un terreau où une petite étincelle peut conduire vers des situations. Alors, la problématique de la coupe du bois en tant que telle, il y a la Gambie, pays frontalier au Sénégal, qui en profite. Beaucoup de camions vont dans ce pays. Il y a également le MFDC, notamment Salif Sadio récemment, ou en tout cas il y a quelques temps, qui a sorti un communiqué pour interdire la coupe de bois. C'est un enjeu, la coupe de bois en Casamance. Oui, je crois que dans le contexte où nous sommes, ça constitue un enjeu d'abord pour tous les acteurs que je viens d'évoquer. Et compte tenu de la paupérisation de la région, on peut même aller au-delà parce que l'État a décidé que la région de Ziguinchor, par exemple, et la région de Sédhiou soient des régions où il est interdit de faire de la carbonisation. Donc, pas de charbon. Oui. Imaginez un peu, après ce que je viens de dire, que des gens qui ont entretenu des arbres, on leur dit, bon, vous ne ferez pas de charbon avec vos arbres. Et surtout que vous n'allez pas exploiter ce charbon à des fins commerciales. À la limite, on peut vous autoriser peut-être de faire quelques carbonisations pour l'usage domestique. Au moment où tout est cher. Donc vous voyez, les gens peuvent ne pas comprendre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, vous avez évoqué le cas de ces pays frontaliers. Oui. Vous savez, le bois est utilisé à travers le monde, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous, les Africains, on l'utilise le moins. Mais ceux qui les utilisent le plus, ce sont ceux qui ont inventé les technologies d'exploitation de ce bois-là et ne pouvons peut-être pas passer par le Sénégal parce que le Sénégal est en train de prendre des mesures pour éviter qu'il passe par les pays frontaliers, là où, justement, il n'y a pas de contrôle effectif, n'est-ce pas, de l'administration. C'est la responsabilité de l'État. C'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des États. Rigoureux de ce point de vue. Si, c'est de la responsabilité de l'État, c'est de la responsabilité des États. Parce que justement, n'oublions pas que nous sommes des États en construction et que la difficulté de contrôle au niveau des frontières, que vous, les hommes de médias, vous appelez souvent la porosité des frontières, fait que certains qui prennent le temps de bien planifier savent par où passer pour arriver à faire des choses interdites, entre guillemets, pour passer entre les mailles, justement, des autorités de contrôle, parce que quand vous réussissez un coup comme ça, mais ça vous fait gagner beaucoup de sous. Alors, de façon très résumée, est-ce que le bois de la Casamance profite à la Casamance de façon globale, oui ou non? Bon, à mon avis, non. Oui. Pas assez, en tout cas. Alors, le processus de paix en Casamance, Ibrahima Amadjeme, aujourd'hui, on est dans une période d'accalmie. Tout le monde l'a noté. Oui. Quel est votre commentaire sur cet état de fait? Oui, comme je le disais, ça a été l'aboutissement de plusieurs efforts de personnes, d'autorités, n'est-ce pas, qui sont investies pour amener les uns et les autres à se parler. Mais nous savons aussi, et nous avons toujours dit, et je tiens à le signaler ici, que plus l'accalmie est longue, moins elle a de chances d'aboutir à des accords qui permettraient de sortir définitivement de la situation. Pourquoi? Parce que les gens finissent par se lasser. Vous savez, la nature a horreur du vide. Oui. Et ce sont des hommes
aussi bien du côté du MFDC, des gens sont dans le maquis avec leur arsenal, n'est-ce pas? Du côté de l'armée sénégalaise qui est chargée d'assurer la sécurité, les gens sont sur le terrain, n'est-ce pas? Et qui tout le matin, tous les jours se tournent les pouces. Ben, il suffit d'un comportement irresponsable quelque part, n'est-ce pas, pour que tout s'embrase. Alors, ça veut dire que vous avez un espoir mitigé par rapport à la paix définitive en Casamance. Par contre, de ce point de vue, je dis, si nous intéressons, nous impliquons tout le monde, c'est-à-dire toutes les populations, vraiment les populations de la Casamance, du Sénégal en général, n'est-ce pas, sont aujourd'hui déterminées à aller vers cette paix définitive. Maintenant, cette paix doit être la construction, n'est-ce pas, d'un système, la construction des autorités en place. Or, ces autorités en place doivent comprendre que la paix, n'est-ce pas, elle coûte très cher, n'est-ce pas, mais de toutes les façons, elle coûte moins cher que la guerre. Et déjà, le fait que le MFDC ait décidé de ne plus utiliser les armes comme moyen d'expression de leurs revendications, je crois que cela est extrêmement important. Oui. Il appartient maintenant à l'État de, chaque fois qu'un acte ou des actes sont posés, que ce soit des actes forts, qui permettent justement aux uns et aux autres de s'approcher, n'est-ce pas, de ce qui est vers l'objectif final. Alors, dernière question, vraiment pour boucler. Il s'agit du désenclavement de la Casamance. Le gouvernement a annoncé pas mal d'actions, vraiment, au plan économique, au plan infrastructurel, si vous voulez. Est-ce que vous avez bon espoir que tout est mis en place pour que les choses aillent très bien pour la Casamance? Oui, par rapport à cette question de désenclavement, je crois que j'ai toujours dit que justement la résolution de la crise du Sénégal en Casamance doit commencer par la résolution, par le règlement de la question du désenclavement. Oui, 3 bateaux déjà, c'est important. Important, mais à mon avis, je trouve que ce n'est pas trop ambitieux. Il fallait quoi? Mais si on peut avoir autant de bateaux que l'on peut, mais parce que 3 bateaux pour juste une compagnie. Ce qui fait qu'il y a... C'est vrai que le président de la République a décidé de baisser les coûts. Mais imaginez s'il y avait la concurrence. Mais ça donnerait plus d'émulation. Ça, ce n'est plus l'État. Oui. Les opérateurs... Oui, mais justement, mais l'État doit créer les conditions de cette concurrence. Imaginez, les 3 bateaux circulent, mais les jours de rotation sont les mêmes jours que la période où il y avait un seul bateau. C'est-à-dire un départ de Ziguinchor et Dakar tous les vendredis, un départ de Ziguinchor-Dakar tous les dimanches, un départ de Ziguinchor-Dakar tous les mardis. Point. Donc samedi, lundi, mercredi, il n'y a pas de départ. Et imaginez quand vous voyez la capacité des bateaux, avec les difficultés qu'il y a par rapport à la transgambienne. Quand je partais, je suis passé par la transgambienne, mais c'est pratiquement à la limite de l'horreur. Pour arriver à Ziguinchor à temps, il faut partir de Dakar au plus tard à 0 heure. Vous arrivez à la frontière de Caraïbes vers 4h, 5h du matin, il faut passer la nuit, là à la Belle Étoile. On vous ouvre la frontière à 7h, vous partez, vous mettez 4, 5, 6 heures pour traverser et gare à vous, si vous arrivez à croisement Diaroumé, après 19h, on vous bloque là, vous passez la nuit jusqu'au lendemain. Vice-versa pour également la Gambie. Oui. Question loin d'être réglée. La mobilité, en tout cas, n'est pas encore résolue. Il faut que le gouvernement fasse plus d'efforts. En tout cas, nous invitons le gouvernement à faire. Parce que je pense qu'en faisant ça, on réglera définitivement ce sentiment d'être des Sénégalais à part pour certains Casamance. C'est parce qu'ils peuvent se déplacer comme tous les autres Sénégalais. Merci, Ibrahima Amadiémé. Je rappelle que vous êtes historien, membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. C'est moi qui vous remercie. Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop, à vous l'antenne. Demain, retrouvez membre du BRACAN pour un autre invité sur ce même plateau. Excellente soirée à toutes et à tous. Et on te retrouve jeudi, Antoine. Merci beaucoup. Excellente soirée aussi à vous aussi. Et aussi à monsieur Ibrahima Amadiémé qui était avec nous ce soir pour revenir sur la question.